Bastogne, le 7 janvier 1945. Je tiendrai ce journal, ne fût-ce que pour rédiger un bulletin de santé de l'ami de Jeanne. Mais en relisant les lignes de la veille, je me rends compte que dès le premier jour, j'y insère des réflexions personnelles. J'ose croire qu'elle ne m'en tiendra pas rigueur. Elisabeth m'a demandé de recueillir le plus d'informations et de les noter simplement. Les gens des villages arrivent ici, dans un état de malnutrition et de faiblesse sans pareil. Les convois déversent des soldats blessés ou ayant un membre gelé, au point que l'amputation est souvent la seule issue possible. Ils ont mon âge, mais la guerre les a vieillis de plusieurs années. Les services médicaux américains sont aux petits soins pour Elisabeth, et Jeanne, ma fiancée, bénéficie du même coup des mêmes services. L'ami de Jeanne est secoué de frissons et se plaint d'avoir froid, alors que sa température dépasse les 40 degrés. Jeanne, quant à elle, a été opérée avec succès cette nuit. La douleur est intense pour le moment, mais la fracture est réduite. Les civils avec lesquels je m'entretiens me disent que certains villages libérés ont vu leurs habitants revenir et retrouver leurs maisons pillées, ou calcinées, ou encore réduites à un tas de pierres. Désolation rime hélas avec libération. Je propose mes services à la Croix-Rouge. Ils sont aussitôt acceptés. Je serai présenté demain à la directrice dès son retour d'Isle-Pré. Je me propose de débuter demain matin aux premières heures. C'est finalement un bon moyen pour être près de Jeanne. J'allais oublier, ce à quoi Elisabeth tient beaucoup. Ce dimanche a été froid, très froid, et couvert par un brouillard à ne pas voir ses pieds quand on marche. Alors que les Allemands tentent de percer les lignes alliées au nord et au sud, ceux-ci continuent de repousser l'ennemi vers ses frontières. Les civils voient débarquer les libérateurs, mais loin d'être aussi joyeux qu'à la première libération de septembre, loin de distribuer chocolat et autres friandises, ces derniers se montrent nerveux. Leur tâche est de toute évidence beaucoup plus difficile que 3 mois plus tôt, et cela se ressent dans leur comportement. Le village de Longchamp n'a jamais été réoccupé par les Allemands. Depuis le début de l'offensive, il abrite des soldats américains. Mariette Pochet se souvient que ces derniers étaient beaucoup moins avenants qu'en septembre. À un moment donné, ils sont venus avec des sacs, mais c'était des sacs d'orge de farine de bête. Et elle avait demandé à maman qu'il fallait qu'elle cuise. Alors maman dit, ben, je ne sais pas si je ferais bien faire de la pâte avec ça. Ah ben, il serait fâché. Bon, on a fait le pain, mais on l'a cuit. Quand on l'a tiré du four, ben, il tombait en morceaux, là. Hein. Mais on l'a mangé comme ça, nous autres aussi, et eux aussi. Jusqu'au temps que les avions ont venu parachuter, qu'ils ont eu un petit peu plus de nourriture. Et alors, ils nous en ont rendu aussi. Mais chez nous, en ce temps-là, dans les réfugiés, on avait 3 religieuses. Et dans les 3, il y avait une jeune qui était fort belle. Et entre les coups, ben, il était difficile et il voulait avoir la religieuse. Alors, il fallait qu'on la cache. C'était pas toujours évident, là. Gilbert Stillman était réfugié à Bourcy avec sa famille lorsqu'il a vu débarquer les Américains. Lorsque les Américains ont occupé de nouveau le village, nous sommes restés encore quelques jours là. Et une anecdote, par exemple, puisque nous avions faim, eh bien, les Américains avaient sur un tonneau avant la porte, ils avaient une grande poêle avec du lard et des œufs qu'ils avaient fait une fricassée. Je suis arrivé pour leur demander, pour avoir un restant de ce qu'ils trouvaient là, ils ont retourné tout dans le feu, ils ne m'ont rien donné. Ce n'étaient plus les Américains de septembre. Ils étaient beaucoup plus hargneux, plus peureux, stressés. Ils nous ont fait sortir avec les bras en l'air, tous, même les enfants des caves. Ils ont visité eux aussi toute la maison à la recherche d'Allemands, nous, Germans et tout ça. Ma mère ou mon père,
de nouveau le circuit de visite de la maison, de la cave au grenier. Et puis, papa a dû aller trouver un capitaine, ou un officier en tout cas, qui se trouvait dans la grosse maison du Fourny près du pont, parce qu'il cassait certaines choses. Il disait l'Amérique payera, enfin d'après ce qu'on pouvait comprendre. Et le capitaine a dit qu'il se croyait déjà en Allemagne. En fait, le Grand-Duché, qui faisait partie de l'Allemagne alors, n'était qu'à 4-5 kilomètres. Luigos était à Rachan lorsque les Américains ont libéré le village. Ça a été la fête, mais c'était pas facile à vivre avec eux. Hein, parce qu'ils se demandaient, ces gens-là, s'ils étaient en Allemagne ou quoi. Hein, ouais. Et alors, à mon avis, c'était les premières lignes, c'était pas des saints. Hein. On avait toujours dit que c'était des repris de justice en premier lieu pour les affrontements en première ligne. René Paquet de Chaumont se souvient aussi de l'arrivée des Alliés. Il y a quelqu'un qui a ouvert la porte de la cave au-dessus, c'était des Américains. Donc alors là, évidemment, ils étaient en plein feu. Et là, je dois dire qu'ils ne rigolent pas. Ils ont obligé tout le monde à sortir, hein, avec les bras en l'air. Et tout le monde est arrivé donc sortir dans la cour, tous les 30, puisque nous étions probablement une trentaine, ils étaient ainsi. Et il y avait avec ça deux jeunes Allemands là, qui étaient parvenus à se réfugier dans la cave aussi, c'était des brancardriers. Eux, ils ont été pris probablement comme prisonniers, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé après, mais enfin, ça, c'est un détail. Puis finalement, quand ils ont vu, donc ils ont fait l'inventaire de la cave, qu'il n'y avait plus d'Allemands, pardon, ils nous ont laissé redescendre dans la cave. Et alors, ce qui m'a surtout frappé par après, c'est de voir donc, la différence entre ces Américains qui sont au combat, donc qui sont sur un qui-vive. Moi, je crois que, enfin, on le réalise assez difficilement, mais qui sont sur un qui-vive permanent parce qu'ils ouvrent une porte, etc., ils peuvent se faire tuer. Hein. Et alors, leur système pour occuper les fermes, c'était très simple. Hein. Il y avait d'abord le système de bombarder au maximum, et puis par après, il faut entrer dans la maison, mais après, on jette une grenade dans la pièce. Au fur et à mesure qu'on avance, on jette une grenade. Ça avait toujours été la peur des adultes, c'est qu'ils jettent une grenade dans la cave, parce que là, ça aurait été, comment dirais-je, il y aurait eu quelques tués, forcément. Mais alors, après 2-3 heures, tous ces Américains, donc, hein, là, le combat étant terminé, sont étaient redevenus des personnes excessivement calmes. La maison dans laquelle était réfugiée Maggie Marraine à Hardigny était occupée par les soldats de l'oncle Sam. Je remontais quelquefois parce que j'avais donc une petite sœur qui n'avait que 9 mois et alors maman n'avait que de vieilles loques en guise de linge et elle les entretenait comme elle pouvait et on les mettait sécher sur les barreaux d'une cuisinière. Mais les soldats américains qui occupaient le rez-de-chaussée, ils s'en emparaient. Et maman m'avait mise de faction pour aller surveiller. Mais je n'osais rien dire. Il les prenait à mon nez et je n'osais rien dire. Je me souviens de ça. Je me souviens aussi du propriétaire de la maison qui était ainsi un homme assez violent. Et qui apostrophait ainsi les soldats en wallon. Et les soldats ne comprenaient pas, bien sûr. Mais moi qui comprenais un peu le wallon, je me rendais compte que c'était des injures. Et j'avais peur des représailles. Loin de l'image du soldat allemand discipliné, le soldat américain véhiculait plutôt l'image du cow-boy qui n'en fait qu'à sa tête. Les Américains
n'étaient pas si disciplinés que les Allemands en question d'entrer dans la maison. Ils sont venus ici chez nous, il était monté au fenil, il avait installé un petit poêle en bois, dans la paille et tout ce qui s'ensuit. Mon père les avait quand même pu faire déguerpir quand même, autrement il allumait le feu, il ne voyait pas le danger des Américains. Et puis entre autres, dans les maisons, les Allemands, quand ils voulaient chauffer, ils allaient chercher le bois dans le hangar au fournil à côté. Mais les Américains, les moutons découpaient une chambre, une salle à manger pour se chauffer.